Et on enchaîne avec un sujet, on va essayer que vous compreniez, c'est pas évident. On l'a intitulé Framework, vous avez dit Framework, parce qu'en fait, donc on va parler de Framework à la charge des suivants de t'expliquer ce que c'est. Mais qu'en fait, c'est comme les boîtes de vacherie, il y a une vacherie dans une vacherie, et bien là, on va voir qu'il y a des frameworks dans des frameworks. Donc, je vous ai complètement embrouillé, mais c'est pas grave, je laisse à Eric Schnoubel, directeur général de l'IAB France, Yann Damongeau, Head of Google Marketing Platform chez Google, et Bruno Delbous, que vous connaissez déjà, qui est le cofondateur de Chandago, le soin d'éclaircir tout ça. Merci messieurs, vous avez toujours 2 micros. Donc rebonjour. Donc framework, vous avez dit framework. Dans cette table ronde, on va essayer un petit peu de vous expliquer ce qu'est en fait le framework et grâce en fait à nos 2 interlocuteurs. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et mettre les mains un peu dans le cambouis, une question un peu plus large. 1 an et demi après RGPD, après GDPR, où en êtes-vous en fait? Oui, bonjour. Je vais présenter quand même, avant de répondre à la question directement, rapidement l'IAB. Donc l'IAB représente l'ensemble des acteurs de la publicité digitale et en assure son développement. Et donc dans ce cadre, bien évidemment, l'IAB, les membres de l'IAB ont beaucoup investi pour se mettre en conformité avec le RGPD, dont on pense que c'est un bon équilibre entre la vie personnelle et la protection de la vie privée et le développement des entreprises sur le plan numérique. Et par rapport à ça, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au bout d'1 an et demi, si j'ai un chiffre à donner, le taux d'adoption des CMP, donc ces interfaces que vous avez vu naître au moment de la mise en œuvre du RGPD. Les Consent Management Platform. Voilà, j'allais le dire, merci. Donc les Consent Management Platform, en fait, ce taux d'adoption sur les 100 premiers éditeurs français est passé, il était 39% en octobre 2018, donc il y a à peu près 1 an. Aujourd'hui, il est passé à 81%. Donc ces fameuses CMP sont à la fois conformes au RGPD et également compatibles avec le TCF, le fameux framework Transparency Consent Framework. Bonjour à tous. Déjà, RGPD, je pense qu'il faut se rendre compte qu'on est sur des cycles très très longs. Étienne l'a bien dit tout à l'heure, l'adaptation de l'écosystème publicitaire à une réglementation comme RGPD, ça va prendre des années. Ça fait 1 an et demi que c'est entré en vigueur et je pense qu'il y en a encore pour un certain temps. Il y aura d'autres réglementations qui arriveront, qui continueront à demander des adaptations de ce marché et on est partie prenante de ces changements-là. Nous, on croit beaucoup chez Google à un équilibre entre le respect de la vie privée de l'utilisateur, l'intérêt des éditeurs qui mettent à disposition du contenu, et puis les annonceurs qui veulent faire la publicité pour leur marque. Et c'est ça qui a guidé nos actions depuis plus d'1 an et demi. On a fait énormément de changements, énormément d'actions. On a annoncé il y a plus d'1 an qu'on rejoindrait le Transparency and Consent Framework, c'est un peu loin de dire, sur lequel on reviendra dans 2 secondes. On a en parallèle lancé une solution alternative pour être prêt en attendant ce TCF qu'on a lancé il y a plus de 6 mois. On a fait énormément de changements dans nos produits qui sont dictés beaucoup par des discussions avec vous, avec nos partenaires, avec les législateurs, etc. D'une manière générale, ce qu'on a vu sur le marché, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, des groupes de travail organisés par toutes les associations de professionnels auxquels on a participé aussi. Et puis, du côté des agences, des annonceurs, des éditeurs, beaucoup d'échanges pour comprendre comment faire fonctionner la réglementation RGPD sur le marché publicitaire. Alors justement, vous évoquez le Transparency and Consent Framework.
TCF. Donc, Eric, est-ce que vous pouvez simplement nous décrire de quoi s'agit-il? Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'une des missions de l'IAB, c'est de mettre en place des bonnes pratiques et mettre en place des standards. Des standards qui doivent être indispensables pour qu'en fait chacun puisse communiquer et chacun puisse se comprendre. Donc, dans cette optique, il y a eu précédemment un standard comme l'Open RTB. Il y a eu aussi, par exemple, les formats vidéo comme le VAST. Et plus récemment, au moment de l'arrivée du RGPD, donc le fameux, je vais appeler ça le TCF pour faire plus court. Donc le TCF, Étienne Drouin en a parlé un petit peu tout à l'heure, a une vocation de traçabilité. Donc cette vocation de traçabilité, c'est pour que chaque acteur de la chaîne programmatique et publicitaire du monde digital puisse avoir la transmission du consentement. Donc tout à l'heure on a parlé de la blockchain. C'est pas bien évidemment un système comme la blockchain, mais ça a la même vocation pour qu'il justement y ait cette transmission du consentement à tous les opérateurs. Donc l'internaute transmet un consentement pour recevoir de la publicité ou pour pour que sa donnée soit captée, par exemple pour la mesure d'audience. Et bien cette information est donc transmise à tous les acteurs de la chaîne. Merci. Vous avez annoncé la deuxième version du framework IAB. Oui, c'est important. Vous avez annoncé la deuxième version du framework IAB. Qu'est-ce qui change et qu'avez-vous à dire à l'industrie aujourd'hui? Alors, oui, bien sûr, parce que justement en mars, Google rejoint la V2 du framework. C'est une date officielle, vraiment? Alors, la date officielle est le premier trimestre, mais on sait que ce sera plutôt à la fin du premier trimestre. Au 1er avril. Je n'osais pas le dire. Donc, on sait que ce sera vraiment à la fin. Alors, on est bien évidemment ravis que Google intègre cette V2, bien évidemment, vu le poids prépondérant de Google dans les usages du marché. En fait, la V2, et donc c'est la V2, montre bien le caractère évolutif du TCF. Ce n'est pas une solution figée, puisqu'il y avait une V1 avant. En fait, le TCF émane d'un processus collaboratif entre les agences d'un côté, entre les éditeurs, qui participent également à la réflexion, et même aux États-Unis avec les annonceurs, et bien évidemment les boîtes de tech comme Google, qui a activement participé aussi à cette V2. Alors en fait, la V1 a reçu quelques remarques, et je dirais quelques critiques, notamment de la part des éditeurs français, parce qu'elle n'offrait pas suffisamment, je vais dire, d'autonomie, justement dans la gestion du consentement avec l'internaute. Et donc, par exemple, là, on est passé, au niveau des finalités publicitaires, on est passé de 5 finalités à 12 finalités, donc un nombre plus important. Je vais donner juste un exemple. Par exemple, la personnalisation, la finalité de personnalisation a été scindée en deux, avec la personnalisation d'un côté du contenu et la personnalisation de la publicité, qui sont deux choses effectivement différentes, notamment pour les éditeurs. Il y a aussi une évolution majeure, c'est la possibilité aujourd'hui de combiner plusieurs finalités différentes. Donc dans la V2, il y a 37 stacks au total qui finalement regroupent tous les usages possibles, que vous soyez un éditeur, que vous soyez un prestataire technique ou une CNP, par exemple, Chambago. L'ensemble de ces usages sont donc couverts. En synthèse, je dirais que la V2 offre plus de choix. Alors je sais que le choix, trop de choix, tout le choix, c'est ce qu'on dit souvent. Mais je dirais qu'en fait, c'est le pari, cette V2, de plus de choix, pour plus de précision, plus de compréhension aussi
dans l'usage de la data, que ce soit pour l'internaute, l'utilisateur, ou que ce soit pour les entreprises également. C'est le pari en tout cas qui est fait sur cette idée. Eric l'a bien dit, le TCF, c'est une initiative du marché. Chez Google, on a l'habitude de collaborer activement aux initiatives du marché, que ce soit pour la définition des standards de la publicité, notamment programmatique, ou pour la lutte contre la fraude. Donc, on a toujours annoncé qu'on souhaitait rejoindre ce TCF. On l'a formalisé à l'été 2018. On a beaucoup travaillé avec le TechLab et le reste de l'IAB et des instances pour arriver à cette version 2. Et on a confirmé en août qu'on serait partie de cette V2 au moment de son lancement, donc premier trimestre 2020 pour l'instant. Ça veut dire beaucoup d'opportunités d'améliorer le fonctionnement de ce système. Et puis plus récemment, en octobre, on a envoyé à l'ensemble de nos partenaires technologiques, donc sur une chaîne programmatique, je pense que vous en avez tous conscience, mais il y a des centaines de partenaires technologiques qui sont mis en œuvre par l'écosystème publicitaire français. On les a tous contactés en octobre pour donner plus de précision sur la manière dont Google fonctionnera dans ce TCF, afin que chacun puisse décider comment travailler avec nous dans ce contexte-là. On croit beaucoup à ce TCF, on pense que c'est une très bonne initiative, on est ravis de le rejoindre. Ce qu'il faut avoir en tête, parce que j'ai souvent entendu ce type d'erreur, le TCF n'est pas une CLP. Le TCF ne sert pas à recueillir un consentement. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir bien en tête. En fait, le TCF est quelque chose de, si je peux m'exprimer ainsi, de backstage, qui n'est pas à la face, en tout cas à l'interface de l'internaute. Et donc, il permet d'assurer, c'est un protocole en quelque sorte, qui permet d'assurer dans un langage commun cette transmission de l'information et donc du consentement ou d'ailleurs de l'intérêt légitime. Il faut avoir bien en tête cette chose-là. Ok, merci. On a pas mal on commence à avoir pas mal de temps. Une question plus large, en fait, qui est connexe. Comment continuer à faire marcher cette publicité en ligne, en fait, dans un contexte où le rapport au qui évolue? On a vu beaucoup d'articles sur la fin du cookie, la mort du cookie, etc. récemment. On regarde ça avec beaucoup d'attention parce qu'encore une fois, on croit vraiment que l'écosystème publicitaire, ça repose sur un équilibre entre l'éditeur, l'annonceur et l'utilisateur final. On a fait une étude chez Google qu'on a publiée qui montre que en l'absence de personnalisation, les CPM des éditeurs baissent de 52%. On a essayé en fait, de supprimer les cookies sur des tests AB, et c'est ce qu'on a observé en mesure. Donc, nous, on croit en fait à la personnalisation comme levier important de l'équilibre de ce système publicitaire. Et donc, on pense qu'il faut trouver une solution pour que cette personnalisation continue à fonctionner. À court terme, elle fonctionne sur des cookies. Et donc, on cherche avec Chrome à faire des changements dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec ces cookies pour que ça continue à fonctionner. C'est pour ça qu'on a annoncé à l'été 2019 des changements sur la manière dont Chrome traite les cookies, afin, encore une fois, que Chrome soit capable d'offrir à l'utilisateur la possibilité d'encore mieux choisir comment il veut traiter les cookies tiers, mais de manière à ce que l'écosystème publicitaire continue à fonctionner. On est un petit peu inquiet de voir certains navigateurs qui bloquent complètement les cookies tiers. On pense que ça contribue activement au renforcement de l'usage de pratiques qui nous semblent moins bonnes pour les utilisateurs finaux, notamment ce qu'on appelle le fingerprinting. Le fingerprinting, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas le contrôle sur les informations qui sont recueillies et l'usage qui en est fait. Et on pense que c'est un retour en arrière dans cet échange, cette transparence entre l'utilisateur final et l'Internet et le marché publicitaire. Donc on veut lutter activement contre ça, et on pense qu'un des leviers qui est en notre contrôle, c'est d'améliorer Chrome pour que cet échange fonctionne mieux et que les cookies tiers continuent à fonctionner. Donc très important pour nous de maintenir cet équilibre du marché publicitaire. On va passer aux questions de la salle.
On va passer aux questions de la salle. Moi, j'en ai quand même aussi une sur votre framework à vous, parce que j'aimerais comprendre pourquoi vous avez le vôtre en plus. Alors, on n'a pas de framework à nous, je vais expliquer. Donc en fait, on a publié il n'y a pas très longtemps des propositions pour et si demain l'écosystème devait fonctionner sans cookies. On a appelé ça, alors j'ai pas de bonne traduction, je suis désolé, j'ai essayé d'éviter les 2006, on a appelé ça Privacy Sandbox. On a publié, mais c'est un appel en fait à la communauté du web et au marché publicitaire à nous dire comment faire fonctionner ce système-là. Donc c'est pas une initiative de Google, c'est et si on devait inventer un nouveau standard avec le reste du marché, comment est-ce qu'on ferait? Donc on a fait une première proposition. Combien de réponses? Je ne sais pas ça, mais il y a un formulaire. C'est toujours en cours. Tout à fait. Ça va prendre très longtemps. Donc si on revient un peu sur les horizons de temps, il y a TCF, ça c'est tout de suite. Il y a les changements de Chrome courant 2020 dont je vous parlais avant sur les cookies tiers. Et plus tard, il y a comment est-ce que ce marché publicitaire pourrait fonctionner dans un autre modèle. Donc on a le temps pour une question. Je vous regarde. Le plus réactif aura gagné. Vous avez achevé tout le monde. On va enchaîner. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Ah, il y a une question. Oui. Il n'y a pas que des navigateurs qui bloquent les traçeurs. Il y a des adblockers aussi qui peuvent être des extensions de navigateurs. Est-ce que ces extensions ne favoriseraient pas aussi la résurgence de pratiquer le fingerprinting? Donc il n'y a pas que les navigateurs, les adblockers. Est-ce que c'est pas ça qui explique aussi la résurgence de fingerprinting? C'est possible. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est tous à la recherche de cet équilibre et que si cet équilibre ne fonctionne pas, on voit effectivement des adblockers, on voit des choses qui ne sont pas bonnes pour l'équilibre entre les trois parties prenantes. Merci beaucoup. On enchaîne. Là encore, avec quelque chose de beaucoup plus concret, puisqu'il s'agit de transformer la data en données opérationnelles, avec Isabelle Baudry, qui est cofondatrice de VTT